Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et pour cet épisode, nous accueillons une voix familière des auditeurs et auditrices des podcasts de Slate, Marie Telling. Salut Marie. Salut Christophe. Alors Marie, vous êtes journaliste entre autres pour Slate, où on vous lit et on vous entend dans PIC TV, le podcast sur les séries télé. Vous avez étudié le journalisme à Columbia et les sciences politiques dans l'État de Washington, et vous préparez pour nous un article sur le vote latino. Merci d'être là. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous n'avons toujours pas les résultats définitifs de l'élection présidentielle américaine. Une poignée d'États n'ont toujours pas annoncé leurs résultats, mais nous pouvons tout de même tirer d'ores et déjà quelques enseignements du vote de ce 3 novembre. Joe Biden fait la course en tête et les projections de nombreux médias, Fox News inclus, le placent au seuil de la Maison-Blanche. Ce qui rend Donald Trump nerveux, écoutez son intervention en direct de la salle de presse de la Maison-Blanche dans la soirée du 5 novembre, traduit par BFM TV. Si on compte les bulletins légaux, je gagne facilement. Si on compte les bulletins illégaux, eh bien, il pourrait essayer de nous voler cette élection. Si on compte les bulletins qui arrivent en retard, c'est également le cas. J'ai déjà remporté de nombreux États. J'ai eu des victoires éclatantes en Floride, en Indiana, dans l'Ohio. Nous avons eu des victoires historiques malgré les ingérences des sociétés de technologie, des médias, des grandes fortunes, comme chacun sait. Je souhaite défendre l'intégrité du processus électoral. Nous ne voulons pas que cette élection soit volée. Et on ne peut pas permettre que nos électeurs soient réduits au silence. Et il y a eu des signalements très rapide. Dans certains cas, il y a de nombreux recours qui ont été déposés car qu'ils essaient de faire, c'est de truquer cette élection. C'est ce qui se passe à Philadelphie. C'est l'endroit le plus corrompu sur le plan politique et de loin dans notre pays. Et donc ils essaient artificiellement de truquer le résultat de cette élection présidentielle. C'est très grave. Alors cette allocution a sidéré une grande partie des commentateurs aux États-Unis, à tel point qu'il a été interrompu au bout de quelques secondes par certaines chaînes qui ne voulaient pas propager les accusations de fraude colportées sans preuve par le président des États-Unis. Pour notre part, on va s'en tenir aux faits et regarder les chiffres dont nous disposons déjà, et on va se baser sur ceux d'AP. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce décompte ? Joe Biden mène largement au plan national avec 73 488 000 voix contre 69 622 000 pour Donald Trump. Alors évidemment, le système de grands électeurs ne permet pas de déclarer Biden vainqueur pour autant, mais cet écart semble significatif, Jean-Marie. Oui, c'est un écart très significatif et évidemment le commentaire se polarise sur le vote État par État puisque c'est le processus électoral américain qui donne la priorité aux délégués des États pour l'élection du président. Et ça se joue du coup sur un très petit nombre d'États et sur un très petit nombre finalement d'électeurs puisque les marges sont très faibles. Et on passe à côté d'une réalité à mon avis puissante et que tout Européen aperçoit, c'est la clarté du verdict du peuple américain. Le peuple américain, c'est au minimum 4 millions de voix d'écart, 4 millions de voix en plus pour Joe Biden. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion possible. Les Américains ont refusé dans leur vote populaire très majoritairement Donald Trump. Et donc dans nos pays, il n'y aurait aucune espèce de discussion là-dessus. On doit quand même en tenir compte parce que ça influence ensuite le commentaire. Si on se polarise État par État, les choses dans les États clés notamment sont très disputées et on va en tirer un certain nombre de conséquences politiques liées à la situation, aux situations locales ou à cette addition de situations locales. Mais si on regarde nationalement, les Américains dans leur très grande majorité ne veulent plus de Donald Trump et Joe Biden obtient un score historique à la fois en nombre de suffrages et en écart par rapport à son concurrent. Donc voilà, il faut quand même qu'au fil de la discussion, on garde tous cela en mémoire parce que c'est complètement occulté par la course-poursuite qui a lieu en ce moment et ensuite les conclusions politiques que l'on peut tirer. Alors, je voudrais quand même un tout petit peu modérer votre enthousiasme, parce que si on regarde les résultats de 2016, à l'époque, Trump n'a que
entre guillemets, Trump n'a que 63 millions de voix. Il a donc gagné un peu plus de 6 millions de suffrages en 4 ans, alors que Biden, lui, en gagne 8 millions par rapport à Hillary Clinton. C'est quand même assez spectaculaire, mais c'est quand même 6 millions de plus pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis de 2020, cette progression, Alain? Pourquoi est-ce que Trump continue à séduire de plus en plus d'Américains? Je n'attacherai pas d'importance politique à ces chiffres. À mon avis, ces chiffres traduisent simplement le fait qu'il y a eu 30 millions d'Américains de plus qui ont été votés. Et ils se sont reportés sur les deux candidats exactement de la même manière qu'ils avaient voté 4 ans plus tôt. Autrement dit, il y a 4 ans, on avait 130 millions d'électeurs. Cette fois-ci, on en a 160 millions. Si vous voulez, si on en revient aux proportions qu'on avait en 2016, Hillary Clinton devançait Donald Trump de près de 3 millions de voix. Alors, cette fois-ci, naturellement, Biden bénéficie du surcroît de participation électorale et Trump aussi, mais sensiblement dans les mêmes proportions. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en suffrage populaire, Biden a 70 millions d'Américains se sont prononcés pour lui. C'est du jamais vu dans l'histoire politique des Américains. Et Trump en a 66 millions, ce qui doit aussi être du jamais vu pour un candidat qui arrive en deuxième position des suffrages populaires. Donc ça me paraît compliqué de dire les démocrates ont fait un score inimaginable parce que de plus en plus d'Américains se sentent démocrates et d'en tirer les mêmes conclusions pour Trump. Les Américains se sont très massivement aussi prononcés pour Trump. Je ne crois pas. Pour moi, la situation est la même qu'en 2016, sauf qu'il y a 30 millions de suffrages de plus, ce qui est énorme. 160 millions d'Américains, c'est sans précédent, ont été votés. Pour moi, c'est le même climat de polarisation totale de l'électorat américain. Si on le reporte en suffrage, c'est 52% contre 48%, 51% contre 49%. On n'est pas loin, malgré tout, d'une moitié de l'Amérique qui ne se reconnaît pas dans l'autre, et vice-versa. Et donc, on a toujours ce climat de guerre civile froide qui rend le gouvernement des États-Unis de plus en plus difficile, et plus encore, qui interroge sur le mandat de celui qui a gagné. Mais excusez-moi d'insister, malgré tout, Trump n'est pas un président comme les autres. On a vu que pendant 4 ans, il a défrayé la chronique à peu près tout le temps, il a été au cœur de nombreux scandales, il est outrancier dans ses positions, la gestion du Covid peut être contestée par beaucoup d'Américains, et malgré tout, on a l'impression que ça n'a déçu aucun de ses électeurs. Comment l'expliquer ça? C'est ça qu'on comprend pas forcément vu d'Europe. Moi, je crois qu'il faut bien se mettre dans la tête que Trump a conquis l'électorat républicain, que Trump a conquis le parti républicain, d'ailleurs intimidant tous les élus républicains qui sont devenus 100% Trumpistes. Ça veut dire qu'en 4 ans, effectivement, c'est inscrit dans le paysage politique américain une droite populiste, identitaire, protectionniste et isolationniste. Il est le champion d'une moitié des Américains, d'une partie des Américains qui soit éprouvent du désarroi face aux évolutions démographiques, soit ont des difficultés économiques dans la situation actuelle, économique et sociale, tout ce que vous voulez, toutes les protestations classiques ont maintenant bénéficié et se sont ancrés, solidifiés dans cette droite identitaire et populiste qu'incarne Trump et qui effectivement ne va pas disparaître. Oui, ce qui est frappant aussi, c'est que les États-Unis sont un pays de télévangélistes. Et Donald Trump suscite une ferveur que l'on ne voit qu'autour des grands télévangélistes. Et cette ferveur, elle est alimentée par lui-même, où il se décrit comme le bien, l'incarnation du bien. Les autres, les démocrates, sont le mal. Et il procède ensuite, dans ses discours, par incantation. Il ne développe pas un programme à aucun moment, mais il proclame des incantations où il se décrète le meilleur, et où il se décrète le plus proche de ceci ou de cela, où il rappelle que peut-être le virus va disparaître de façon miraculeuse, et tout cela fonctionne. C'est la ferveur qui est en effet le trait marquant. Par ailleurs, sur le plan des déterminants du vote, il y a certainement une composante économique dans le vote Trump qui est réelle, parce qu'un certain nombre de personnes considèrent que c'est leur intérêt de continuer à voter pour quelqu'un qui a massivement baissé les impôts, par exemple, ou dans les milieux ruraux pour quelqu'un qui est plus proche de la ruralité
que ne peuvent l'être les candidats démocrates ou que ne l'est Joe Biden. Donc ça aussi, c'est un phénomène qui intervient, plus le fait que Donald Trump, c'est un vote masculin, principalement, et c'est un vote blanc aussi, principalement. Alors justement, ce que vous disiez à propos de l'aspect économique du vote Trump, est-ce que, au regard des résultats, et malgré une éventuelle victoire de Biden, il ne faudrait pas, quelque part, que le Parti démocrate revoie un peu ses positions idéologiques et programmatiques en étant peut-être un peu moins sociétal et un peu plus social? Est-ce qu'ils sont assez sociaux? Alain? Écoutez, il faut regarder le programme de Biden et le comparer avec ce qu'a fait Donald Trump, si vous voulez. Le programme de Biden, c'est « je prends en charge la dette des étudiants », je prends en charge les études pour la classe moyenne qui a été malmenée, paupérisée, mise en difficulté de mille et une façons depuis 40 ans, si vous voulez, depuis ce qu'on a appelé la mondialisation néolibérale, même si j'aime pas beaucoup cette expression. Biden a décidé d'étendre le plan santé d'Obama, l'Obamacare, qui profite là encore aux plus pauvres. Biden a décidé de doubler le salaire minimum, mais il faut que ce soit une décision du Congrès, je ne pense pas qu'il aura la majorité pour le faire. Biden a décidé de redonner aux syndicats le pouvoir de négociation que l'a retiré Trump. Tout ça, ce sont des éléments qui relèvent de la politique traditionnelle du Parti démocrate. J'appellerais ça une forme d'adaptation du New Deal, si vous voulez. Biden a dit qu'il ne reviendrait pas sur la renégociation du traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique tel que Trump l'a renégocié, parce qu'il trouve que Trump l'a bien renégocié en faveur des Américains. Je vous ferai aussi remarquer que au fond, qu'est-ce qui s'est passé chez les démocrates? À plusieurs reprises dans leur histoire, depuis Ronald Reagan, ils perdent l'électorat ouvrier blanc. Et puis ils le regagnent, et puis ils le reperdent. Bon, là, cette fois-ci, il était très clair que dans les 3 grands États du Nord-Est, qui étaient démocrates, et où le républicain Trump l'a emporté en 2016, si le programme de Trump avait séduit ces ouvriers blancs déqualifiés, chez qui la mortalité a augmenté, qui sont souvent piégés par les drogues là, qu'on appelle les opioïdes, etc. Si les ouvriers blancs avaient été satisfaits du programme de Trump, ils n'auraient pas à nouveau voté pour lui dans le Wisconsin et ils n'auraient pas à nouveau voté pour lui dans le Michigan, comme c'est le cas aujourd'hui. En revanche, il est vrai que vous touchez un point très important, à mon avis. C'est toutes les batailles que les démocrates ont menées, batailles culturelles et sociétales, comme vous l'avez dit, mariage gay, avortement, favoriser la place des femmes dans la société, se battre pour l'égalité pour les femmes, etc., etc. Toutes ces batailles ont une résonance négative dans toute une partie de la population américaine. Ce n'est pas forcément du racisme, c'est « je ne reconnais plus ma rue ». Je ne comprends pas pourquoi on connote positivement le fait qu'il y ait moins de religion aux États-Unis. Donc il y a toute une bataille culturelle qui est très forte aux États-Unis et qui a été ouverte il y a une 40aine d'années, qui se poursuit et où se mêle effectivement un réflexe de refus devant un certain nombre d'évolutions de la société américaine qui semble favoriser des minorités ethniques ou sexuelles par rapport à une classe ouvrière et une classe moyenne blanche qui rame dans la mondialisation, qui rame dans la situation économique actuelle. Et cela, oui, d'une certaine façon, est un élément clé dans la fracture qu'il y a aux États-Unis entre ces 2 électorats. Mais faire du social, moi je lis le programme de Biden et je regarde ce qu'a fait Trump. Trump a déréglementé l'environnement. Ça rend malade qui? Ça diffuse des cancers chez qui? Chez les plus pauvres, n'est-ce pas? Trump a déréglementé tous les règlements qui avaient été pris pour la qualité de l'air et de l'eau. Ça rend malade quel quartier? Bien sûr, les quartiers les plus défavorisés. Trump a enlevé une certaine capacité de négociation collective aux syndicats. Évidemment que ça rend plus fragile encore les gens qui ont besoin d'être défendus. Cependant, il est vrai que surfant sur la fin d'une immense vague d'expansion économique amorcée du temps de Barack Obama, la situation économique de ces 4 dernières années a été bonne.
Elle a été bonne, les salaires ont augmenté, la pauvreté a diminué, les salaires ont augmenté mécaniquement, comme dans l'application du libéralisme le plus américain qui soit, au sens français du terme, libéralisme, c'est-à-dire que comme le marché de l'emploi était pratiquement au plein emploi, mécaniquement les salaires ont augmenté. Et notamment, y compris les bas salaires, des latinos, des noirs américains, etc. C'est ça qui a séduit chez Trump. C'est ça qui a profondément séduit chez Trump. Et il faut ajouter que le mot d'ordre de la loi et l'ordre est toujours efficace. Il l'avait été du temps de Richard Nixon, il l'a été à nouveau du côté de Donald Trump. La loi et l'ordre, et tout ce qui était du côté de Biden, de conforter par exemple le mouvement Black Lives Matter, a été en effet dans certaines catégories de la population américaine désavoué. De la même façon sur le virus, il y avait un clivage très net puisque en gros, je crois, une majorité des électeurs de Donald Trump refusent le port du masque, par exemple, alors que vous n'avez que 5% des électeurs de Joe Biden qui refusent le port du masque. Et là, il y a un clivage très net entre ceux qui mettent en avant une liberté absolue, quitte à ce que ça fasse des dégâts sur le plan sanitaire, et d'autres qui sont plus enclins à respecter des consignes plus collectives et qui votent Joe Biden. Cela dit, c'est vrai qu'il y a aussi un débat, ou une amorce de débat au sein du Parti démocrate sur fallait-il être un peu plus à gauche, donc comme le disait Christophe tout à l'heure, plus social qu'il ne l'a été. Je pense que Alain vient de faire la démonstration du côté totalement social du programme de Joe Biden, qui est en fait un programme de centre-gauche, bien sûr centriste, mais plutôt centre-gauche que un Bill Clinton qui était lui plus proche parfois du centre-droit. Et donc c'est un programme authentiquement social et qui bénéficie à la classe moyenne, alors qu'une partie de cette classe moyenne est restée convaincue par les proclamations de Donald Trump qui, comme le disent souvent les électeurs qui sont interrogés, ils parlent comme nous. Donc il y a cette espèce d'affinité culturelle en effet avec Donald Trump et la façon dont il a de parler de politique ou de faire de la politique. Alors depuis mardi soir, on lit beaucoup dans la presse américaine et même française que les minorités ont plus voté pour Trump que ce à quoi on s'attendait, et une communauté est particulièrement visée, c'est celle des latinos qui auraient fait gagner la Floride à Trump. Marie, vous travaillez donc actuellement sur le sujet. Est-ce qu'on peut vraiment parler des hispaniques comme d'une communauté homogène ? Alors non, c'est vrai que le concept de vote latino, par exemple, recouvre une réalité bien plus hétérogène que ce qui transparaît dans la couverture médiatique. En ce moment, on parle beaucoup donc du vote hispanique en Floride, qui aurait participé à la victoire du président sortant dans l'État. C'est vrai qu'il y a une popularité croissante de Trump en Floride auprès de la population de l'électorat hispanique. En 2016, il avait remporté seulement 35% des voix de l'électorat hispanique dans l'État. Cette année, près de la moitié des voix. Donc, il y a eu vraiment une croissance et le comté qui intéresse le plus en ce moment les observateurs, c'est le comté de Miami-Dade, qui est le comté le plus peuplé en Floride, où Hillary Clinton avait obtenu plus de 63% des voix en 2016 et où Biden n'a obtenu que 53% des voix cette année. Une différence de 10 points qui peut s'expliquer en particulier par le gros succès de Trump auprès de deux communautés, en particulier la communauté d'origine cubaine, qui représente 29% de la population hispanique en Floride, seulement 4% de la population hispanique nationale, donc on voit bien vraiment qu'il y a une concentration de la population cubaine, d'origine cubaine en Floride, ce qui est logique au niveau géographique parce que c'est très proche de Cuba. C'est une communauté qui a fui le Cuba de Castro. Donc c'est une communauté qui historiquement est très républicaine parce qu'ils considèrent le parti républicain comme plus strict et plus sévère et plus anti-socialiste et anti-communiste en fait. Et donc l'impact de la communauté cubaine dans la politique républicaine de l'État est très importante et on le voit par exemple avec une figure comme Marco Rubio, qui est le sénateur républicain de la Floride, qui est d'origine cubaine. Et c'est vrai que les politiques de Trump ces dernières années ont eu beaucoup de succès auprès de sa communauté. Par exemple, Trump a fait marche arrière sur la politique d'ouverture d'Obama à Cuba. Ce qui a aussi séduit, c'est son discours contre Nicolás Maduro, qui est le leader vénézuélien, qui est perçu comme un nouveau Castro auprès de cette communauté. Donc ça a beaucoup plu. Et ça a beaucoup plu aussi à une autre communauté dont on parle beaucoup ces derniers jours, c'est la communauté vénézuélienne,
qui est une communauté qui est très fortement concentrée dans la ville de Doral, qui est une banlieue de Miami. Et donc, c'est une communauté qui est composée beaucoup de gens qui ont fui le chavisme et qui donc, il y a les mêmes dynamiques qu'avec la communauté cubaine, avec une tendance à être assez séduit par les politiques et les positions et la rhétorique républicaine, car c'est une rhétorique qu'ils perçoivent comme antisocialiste et anticommuniste, à l'opposé de ce qu'ils perçoivent de la rhétorique démocrate. Mais il faut quand même modérer l'impact quand même du vote vénézuélien en Floride, parce qu'il représente que 0,5% de la population totale de la Floride. Et il faut aussi un peu complexifier la vision de la population hispanique de Floride, qui ne se limite pas aux Cubains et aux Vénézuéliens. Il y a beaucoup plus de diversité dans cette population. C'est une population qui, au final, a quand même voté à majorité pour Biden cette année. Et par exemple, si on regarde des communautés comme les communautés portoricaines en Floride, elle a voté à 66% pour Biden. Donc c'est une réalité qui est différente quand même de la communauté cubaine. Et d'ailleurs, on peut étendre cette analyse à l'Arizona, où le vote latino s'est exprimé différemment qu'en Floride. Pourquoi ? Alors, ce qui est très intéressant avec l'Arizona, c'est que c'est un État traditionnellement très républicain. La seule élection où ils ont voté ces 50 dernières années ils ont voté à majorité pour un candidat démocrate, c'était en 96 pour Clinton, mais sinon c'est un État vraiment un bastion républicain, c'était le bastion de McCain. Cette année, les voix sont en faveur de Biden. Et donc la population hispanique a eu un rôle à jouer là-dedans, elle représente 31% de la population de l'État, et c'est une population qui a majorité mexicaine ou d'origine mexicaine, ou originaire d'Amérique centrale, et donc avec des préoccupations très différentes et une histoire très différente de la population d'origine cubaine ou vénézuélienne en Floride. Par exemple, les questions sur l'immigration ont tendance à avoir pas mal d'impact sur le vote de la population hispanique en Arizona, et en particulier une loi qui avait été votée au niveau de l'État en 2010, qui est la loi SB 1070, qui était une loi extrêmement dure sur l'immigration, qui permettait le contrôle au faciès, en fait, de la police. S'ils voyaient quelqu'un qui suspectait d'être sans papier, ils pouvaient le contrôler. Cette loi a déclenché énormément de mobilisation auprès de la population hispanique locale, qui s'est mobilisée pour lutter contre la loi, et qui a ensuite, c'est une mobilisation politique qui s'est retrouvée dans les urnes et qui se retrouve aujourd'hui dans les urnes avec la victoire démocrate. On retrouve une dynamique similaire avec l'impact des populations hispaniques sur le vote général de l'État dans le Colorado, dans le Nevada, au Nouveau-Mexique et puis bien sûr en Californie, avec beaucoup de populations d'origine mexicaine et d'origine d'Amérique centrale. Il ne faut pas pour autant assigner un vote à une communauté, et il y a pour ça l'exemple du Texas, Marie. Oui, c'est vrai que le Texas est très intéressant en ce moment parce que c'est un État qui devient de plus en plus démocrate. Les démocrates espèrent le voir passer dans le camp démocrate complètement en 2024. Et c'est notamment grâce aux populations aussi hispaniques, qui représentent 39% quand même de la population totale de l'État, comme la Californie d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut pas généraliser, c'est-à-dire que là aussi, la population hispanique vote de façon beaucoup plus hétérogène que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'elle vote toujours en majorité démocrate, et surtout dans tout ce qui est les grandes zones urbaines du Texas. Mais ce qu'a montré une étude du New York Times, une étude de data sur les résultats de cette année, on voit qu'il y a pas mal de comtés le long de la frontière avec le Mexique qui sont des comtés à grande majorité hispanique, où le Parti républicain et Trump en particulier font une grosse poussée. C'est-à-dire qu'en 2016, ces comtés restent à majorité quand même démocrate, mais en 2016, Clinton y avait gagné entre 64% et 77% des voix dans ces comtés, alors qu'en 2020, Biden n'a gagné qu'entre 52% et 65% des voix. Donc il y a quand même presque 10 points d'écart. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'analyses qui vont essayer d'expliquer ça, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de reportages et on a vu qu'il y avait, parmi même la population d'origine mexicaine, la rhétorique de Trump peut plaire surtout aux hommes, qui se retrouvent aussi dans les valeurs traditionnelles du Parti républicain, mais surtout dans la politique économique de Trump, dans cette idée du self-made man, de l'American Dream, et ils sont très séduits par ça, et ça pourrait expliquer une partie de ce vote aussi. Mais ce qui est de plus en plus clair, c'est que on ne peut pas parler d'un vote latino, ça devient, c'est pas du tout logique de parler d'un vote latino à l'heure actuelle. Tout comme on peut pas parler d'un vote afro-américain comme c'est actuellement fait aussi dans d'autres médias, mais on y reviendra probablement dans Trump 2020. Je voudrais revenir sur ce que je disais en introduction. NBC News, ABC News et MSNBC ont interrompu la diffusion de l'allocution de Trump de jeudi soir. CNN et Fox News ne l'ont pas fait, mais leurs journalistes ont été très critiques à propos des accusations sans preuve de Donald Trump. Sur Twitter, par ailleurs, beaucoup des derniers tweets de Trump et de son fils qui dénonçaient une fraude ont été modérés par le réseau.
Alors, on comprend l'attachement de ces médias et de ces réseaux sociaux à la vérité, c'est bien normal, mais est-ce que cette censure, on peut appeler ça censure, ne risque pas de conforter l'électorat de Trump dans l'idée d'un grand complot, Jean-Marie ? Oui, c'est assez contre-productif parce qu'en effet, on va se dire, vous voyez, c'est bien la preuve que... Et donc, il eût mieux valu probablement laisser se dérouler le propos de Donald Trump. Maintenant, on comprend aussi que la communauté journalistique aux États-Unis soit quand même un petit peu affolée par ce discours qui discrédite et délégitime le vote, notamment le vote par correspondance, et qui en arrive à faire que l'Amérique tombe de son piédestal. C'est-à-dire que voilà un pays qui était à la fois une référence, un pôle d'attraction et un pôle de réassurance pour toute une série y compris de peuples autour de la planète, et qui devient une forme de repoussoir avec des mœurs qui sont des mœurs d'une république bananière, c'est-à-dire un président qui se décrète vainqueur avant même toute comptabilité des scrutins et qui discrédite systématiquement les votes qui lui sont défavorables, et on sait que les votes par correspondance lui sont plus défavorables que favorables parce que ce sont des gens qui ont surtout voulu se protéger d'une contamination au virus qui n'est pas la préoccupation de l'électorat de Donald Trump. Donc il a tellement poussé le bouchon tellement loin et il provoque une telle, à la fois de la ferveur chez les siens, mais en même temps une telle détestation en face que bien les gens perdent leur nerf aussi et lui coupent la parole, alors même qu'il vaut mieux le contredire après et expliquer en quoi les processus sont normaux. D'ailleurs, les processus sont très complexes. Ils dépendent en effet État par État de chaque législation locale, mais les élections sont organisées par des bureaux spécialisés de chacun de ces États à la tête desquels se trouvent des fonctionnaires indépendants avec des procédures qui sont assez lourdes. Donc découvrir tout d'un coup que l'ensemble de ce système serait vermoulu et corrompu, c'est une sinistre plaisanterie et ça en effet conduit un certain nombre de médias à essayer de stopper les choses. Mais je pense, comme vous l'avez indiqué au début, que c'est assez largement contre-productif parce que tous celles et ceux qui croient au complot vont dire vous voyez bien, c'est QFD. Cette sinistre plaisanterie dont parle Jean-Marie, Alain, est-ce qu'elle ne va pas finir quand même par agacer un petit peu le parti républicain ? Trump s'attaque vraiment au fondement de la démocratie américaine. On peut imaginer quand même que l'establishment républicain, et au-delà de ça, les républicains en général, puissent vouloir prendre leur distance. Écoutez, là, je crois qu'il faut essayer d'être très factuel et très terre-à-terre. En gros, ce que dit Trump, c'est que les seuls suffrages légaux, ce sont les suffrages exprimés le 3 novembre dans les bureaux de vote. Aux États-Unis, il y a toujours eu des votes par correspondance. Et on a toujours tenu compte des votes par correspondance, le cachet de la poste faisant foi, lorsqu'ils avaient été envoyés de manière à arriver le 3 novembre dans les bureaux de vote. Donc il n'y a pas de bulletins légaux et qui seraient illégaux parce que ce sont des votes par correspondance. Alors, vous me dites les républicains vont commencer. Mais ils commencent déjà. Dans le seul cabinet de Trump, ce qui a frappé tout le monde, c'est que le ministre de la Justice, William Barr, que Trump a pourtant considéré comme étant quasiment son avocat personnel, mais le ministre de la Justice aurait dû se mobiliser après l'intervention du président et dire « nous allons attaquer en justice ici et là, ici et là ». Il y a déjà les avocats républicains qui ont tenté des procédures à droite et à gauche, je vais vous en parler. Il ne l'a pas fait. Parce que la Constitution, la loi autorise le vote par correspondance. Et à aucune élection américaine, le vote par correspondance n'a été considéré comme illégal, comme l'a dit Trump. Je vais maintenant vous citer une publication ultra-conservatrice de la fondation Heritage. La fondation Heritage, c'est vraiment la tradition de la droite républicaine classique, Reagan, etc., etc. Cette fondation, à l'occasion de ce scrutin, a passé en revue 36 années de vote par correspondance, qui ont toujours été considérés comme légaux, ces votes-là. Elle n'a trouvé que 1285 cas de votes frauduleux sur 2 milliards de votes dépouillés, autrement dit, fraude inexistence. Je vous ai parlé du ministre de la Justice de Trump, je vais vous parler de son chef du FBI maintenant. Le chef du FBI, Christopher Wray, un proche de Trump, a dit par 2 fois de manière officielle, pas en privé, non, nous n'avons jamais détecté de fraude importante lors des votes par correspondance, ce qui a d'ailleurs exaspéré Donald Trump. À 2 reprises, dans le Wisconsin et dans le Michigan, les républicains ont tenté une action en justice devant les tribunaux locaux. À chaque fois, les juges,
dont je crois au moins un a été nommé par Trump, les juges ont dit non, il n'y a pas matière à contestation. Donc voilà la situation, si vous voulez, pour expliquer un peu ce qu'avait dit la réaction de la presse, la réaction de Twitter, la réaction de journaux qui sont très proches de Trump, comme le New York Post par exemple, ou de journaux qui sont totalement apolitiques comme le USA Today qui a arrêté aussi la diffusion du message du président. Donc voilà, on est là. Ce ne sont pas des experts polémiques ici et là qui contestent ce qu'a dit le président. C'est le FBI, c'est le ministère de la Justice, y compris au Congrès. Mitch McConnell, le chef de la majorité démocrate au Congrès, a dit on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est un appel à descendre dans la rue, c'est peut-être un appel à la violence dans le climat actuel, etc. Donc voilà où on en est et je crois que les républicains ne suivront pas Donald Trump dans cette affaire, au-delà des simples contestations juridiques qu'il y aura ça et là et qui peuvent retarder l'annonce de la victoire. Les votes par correspondance en faveur de Joe Biden sont illégaux parce que frauduleux. Les votes par correspondance en faveur de Donald Trump sont valides. Et voilà la doctrine Trump, point final. Par ailleurs, les contestations qui existeront, elles existeront parce qu'elles sont de droit lorsque l'écart est si faible. Et il y a des États où l'écart est extrêmement faible et donc là, il y aura des contestations ou des recomptages obligatoires. Il faut ajouter deux petites précisions dans cette histoire. Vous pouvez me demander, Christophe, mais pourquoi est-ce que tous ces bulletins qui ont été envoyés par correspondance depuis 4 semaines ou 5 semaines à peu près, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été dépouillés? À la demande, et là il y a eu une décision de la Cour suprême, à la demande des républicains. Les républicains ont imposé que les votes par correspondance ne soient pas dépouillés avant le 3 novembre. Au fond, nous ne devrions pas être surpris. Trump a toujours dit ça. Il a toujours dit qu'il considérerait que s'il n'est pas déclaré vainqueur le soir du 3 novembre, eh bien, ça veut dire qu'on lui vole l'élection, parce que ça veut dire qu'on dépouillera les votes par correspondance. Les votes par correspondance sont majoritairement démocrates pour la raison qu'a dite tout à l'heure Jean-Marie. Les démocrates croient au coronavirus et donc ils ne veulent pas se retrouver des heures et des heures à faire la queue pour aller au bureau de vote. Les républicains y croient beaucoup moins et donc ils ont été au bureau de vote. Mais si vous prenez par exemple le cas le plus flagrant de mensonge dans la déclaration qu'a fait Trump, c'est il a dit « j'ai gagné en Pennsylvanie ». Eh bien non, en Pennsylvanie, les résultats n'ont pas encore été donnés. Je vous rappelle que la commission qui dépouille les bulletins, là encore, contrairement à ce qu'il a dit, est une commission bipartisane en Pennsylvanie, avec des observateurs républicains et démocrates. Les votes ne sont pas dépouillés. Et Trump s'étonne, il dit « mais c'est curieux, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de votes Biden ». Oui, parce qu'on commence d'abord par la campagne, la campagne qui vote majoritairement républicain en Pennsylvanie, et puis petit à petit on arrive à la banlieue de Philadelphie, la plus grande ville, et ensuite on arrive à Philadelphie. Et il est probable que Philadelphie a voté majoritairement en faveur de Biden. Si vous voulez, voilà la situation. D'où les accusations de Trump envers Philadelphie qu'on a entendu tout à l'heure, ville qu'il qualifiait de la plus corrompue des États-Unis. Un mot quand même pour terminer rapidement, Alain, sur la Cour suprême. Si je suis votre raisonnement, les institutions vont protéger la démocratie, vont protéger les règles de vote du scrutin. On s'est un peu inquiété quand Amy Coney Barrett a été nommée à la Cour suprême que Trump se fasse une cour aux petits oignons qui trancherait en sa faveur en cas de litige électoral. Si je vous suis bien, on peut finalement faire confiance à cette institution judiciaire. Si les litiges remontent jusqu'à elle, on peut penser qu'elle tranchera en droit et non pas en politique? Oui, je le crois, oui. En fait, personne n'a spéculé. C'est Trump lui-même qui a dit « je la nomme dans la perspective d'une contestation électorale ». Et elle, lorsqu'elle a été entendue par le Congrès, par le Sénat, a dit « écoutez, j'ai mon libre arbitre. Le président m'a désigné, mais une fois que je suis désigné, j'ai mon libre arbitre et vous ne pouvez pas préjuger de la manière dont j'interpréterai la loi. » Moi, je pense que oui, on peut faire confiance à la Cour suprême. C'est tellement flagrant là qu'on peut lui faire confiance. C'est une situation très différente de celle qu'elle avait eu à trancher en 2000
en Floride, où elle avait finalement décidé à un moment donné d'arrêter un recomptage et de dire voilà, on se fondera sur la base du premier comptage. On se fondera sur, on ne va pas continuer à faire encore un décompte, d'arrêter un troisième décompte des suffrages. On va s'arrêter là. À une seule voix d'ailleurs de majorité, elle avait donné la victoire à Bush Junior, qui avait perdu d'ailleurs là encore la bataille en suffrage populaire. Mais là c'est un peu différent. Il s'agit de se prononcer sur la légalité ou non des votes par correspondance, arrivée en temps et heure dans les bureaux de vote. Merci beaucoup pour ces explications, Alain. Merci Jean-Marie. Merci Marie pour cette sociologie du vote latino aux États-Unis. Et je rappelle les 2 épisodes de PIC TV consacrés à la politique américaine, l'un sur Trump vu par les séries et l'autre sur la série The West Wing. Merci à vous pour cette participation au Monde devant soi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.